Chers téléspectateurs, vous êtes sur Africa 24 en direct de Casablanca au Maroc dans le cadre du 4e Forum Afrique Développement co-organisé par le groupe Attijari Wafa et également Maroc Export. Alors après la cérémonie de clôture, ou plutôt d'ouverture d'ailleurs, place au panel réunissant des sommités politiques, économiques du continent africain et d'ailleurs qui vont se réunir autour du thème transformation du secteur agricole d'une activité de subsistance à un moteur de développement de l'économie et des entreprises. Regardez tout de suite ce panel. Vivent aujourd'hui de l'agriculture comme première source de revenus. Mais la bonne nouvelle est que d'après les projections de la Banque mondiale, le potentiel du secteur agroalimentaire en Afrique pourrait se chiffrer à plus de 900 milliards d'euros en 2030 contre 219 milliards de dollars aujourd'hui. L'Afrique pourrait ainsi atteindre non seulement l'autosuffisance alimentaire, mais aussi tirer pleinement profit de ce potentiel qui se profile à l'horizon. Ceci en faisant face à un certain nombre de challenges, dont certains sont inhérents au secteur agricole lui-même et d'autres sont relatifs au développement économique des pays globalement, à savoir l'augmentation durable de la productivité agricole, la modernisation des chaînes de valeur, l'exploitation de la demande locale, régionale, voire internationale, l'amélioration de l'infrastructure et l'accès à l'énergie, le renforcement des efforts technologiques et des capacités de l'innovation, la promotion d'un financement efficace et innovant, la stimulation de la participation du privé. Last but not least, un shift dans la perception de l'agriculture est crucial. L'agriculture n'est pas une action sociale. L'agriculture n'est pas ce que nous faisons quand nous ne disposons pas d'autre chose à faire. L'agriculture est un business et elle devrait être considérée comme telle, comme nous allons le voir dans plusieurs dynamiques du continent avec nos prestigieux panélistes. Sans trop tarder, nous avons l'opportunité d'avoir parmi nous Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Aménagement hydraulique, Monsieur Jacob Ouedraogo. Monsieur le ministre, l'agriculture représente aujourd'hui un secteur majeur de l'économie burkinabé. C'est l'une des principales activités de production qui occupe près de 90% de la population et participe à hauteur de plus de 40% au PIB national, avec une agriculture essentiellement familiale. Quels sont aujourd'hui, Monsieur le ministre, les défis majeurs relevés au Burkina Faso pour opérer cette transformation vers une agriculture de marché et quelles sont les mesures mises en place pour faire bénéficier, faire profiter le petit agriculteur de cet élan que l'Afrique est en train d'opérer? Monsieur le ministre. Merci. Et permettez-moi, avant de commencer mon propos, de dire merci à Sa Majesté le roi du Maroc et à son peuple qui nous a très bien accueillis dans ce forum. Permettez-moi également de dire grandement merci aux organisateurs de ce forum qui nous ont invités à participer, à partager notre expérience en matière d'agriculture et les féliciter en même temps pour ce challenge qu'ils ont relevé avec l'éclat de cette cérémonie et avec l'éclat des participations. Ceci étant dit, je voudrais dire effectivement que l'agriculture est un pilier de notre développement au niveau de notre pays, mais l'agriculture familiale n'est pas du reste une agriculture qui est délaissée, comme on peut peut-être penser. L'agriculture familiale est au centre du développement et l'agriculture familiale a sa place dans le développement. Cependant, il faut reconnaître que l'agriculture familiale jusqu'à nos jours n'a pas pu soutenir le développement de nos pays, compte tenu du fait qu'elle est un peu arriérée. Jusque-là, dans nos pays, on cultive avec la daba, vous le savez bien, et la majorité des producteurs n'ont pas les moyens nécessaires pour produire autant, pour s'intéresser, s'attaquer au niveau de notre alimentaire. Il y a encore des difficultés. Il y a l'insuffisance alimentaire dans notre pays. Pour ce faire, nous voulons essayer d'encadrer cette agriculture qu'on dit petite production avec l'élément essentiel
qui est la terre. Le premier élément, c'est la terre. Et comme vous savez, dans nos pays, la sécurisation foncière est nécessaire pour permettre à ce que les petits producteurs, les femmes et les jeunes notamment, de pouvoir s'impliquer davantage dans la production agricole. Ce premier élément est fondamental. Et dans notre pays, nous avons, avec la nouvelle émergence, le nouveau esprit de développement que nous avons depuis la mise en place du nouveau gouvernement à partir de l'élection présidentielle et législative, nous avons un nouveau esprit et nous voulons faire en sorte que dans les aménagements agricoles, qu'on puisse mettre en place une répartition qui prenne en compte les jeunes et les femmes, qui leur permettront effectivement de participer réellement au développement de notre agriculture. Il y a aussi l'accès au financement, vous le savez très bien. Les petits agriculteurs n'ont pas de ressources financières nécessaires pour la production, ils n'ont pas accès aux banques et cela c'est un problème parce qu'il faut tout de suite parler de garantie bancaire, ce qu'ils n'ont pas. Le nouveau gouvernement avec Marc Roch Christian Kaboré à la présidence voudrait résoudre ce problème de financement de la petite agriculture. Et pour ce faire, dans notre pays, le président s'est engagé à créer une banque agricole pour soutenir toute la production agricole. Il y a l'incitation fiscale. Le plus souvent, c'est un problème que nos États ont, que les producteurs ont, mais nous nous sommes dit qu'il faut faire en sorte qu'il y ait une certaine incitation fiscale pour permettre à ce que les gens viennent de l'extérieur et qu'ils puissent nous appuyer dans les investissements. Très bien. Il y a aussi la mise en place d'un cadre légal et réglementaire de l'entrepreneuriat agricole. Depuis 1990, nous avons tenté quand même de moderniser notre agriculture en créant un cadre qui permette à ce qu'il y ait une certaine naissance de l'entrepreneuriat agricole dans notre pays. Et cela est très important pour nous. Il y a l'appui à la professionnalisation du métier d'agriculteur. Il y a beaucoup de jeunes qui quittent le pays, qui vont à l'étranger pour chercher du travail, alors que nous n'avons pas exploité suffisamment les ressources nécessaires et naturelles dans notre pays, et il y a suffisamment de métiers à créer, il y a suffisamment de potentialités. Et nous pensons qu'il faut s'attaquer à ce problème aussi. L'accès au marché. Et la plupart des problèmes de notre agriculture, c'est le marché. Je vous prends un exemple chez nous. Rien que les femmes, dans l'agriculture de contre-saison ou de saison sèche, produisent beaucoup de tomates. Malheureusement, c'est une denrée périssable et cette denrée, si on ne la prend pas à temps, c'est foutu. Et on perd toute une saison agricole juste par le fait que le marché n'est pas accessible. Il y a des gens qui viennent du Ghana qui achètent la tomate bord-champ. Et la tomate achetée à bord-champ est plus ou moins bradée, ce qui fait que, en fait, les revenus, nous les avons, mais c'est des revenus qui sont à perte de l'investissement qui a été mis dans la production. Merci, Monsieur le Ministre. Je demanderai à nos chers panélistes, peut-être pour qu'on puisse être au rendez-vous par rapport au timing qui nous est alloué, de pouvoir respecter les 4 minutes dans la mesure du possible, sachant qu'on aura encore un quart d'heure vers la fin du débat. Si vous le permettez, Monsieur le Ministre, je reviendrai vers vous dans la deuxième question par rapport aux éléments que vous avez cités maintenant, qui sont la réglementation et la fiscalité. Comme vous l'avez cité, Monsieur le Ministre, la petite paysannerie représente un des socles de l'agriculture au Burkina Faso. Et c'est dans ce sens que je sollicite aujourd'hui Monsieur Woultiti, qui est le président de la COPAG. Monsieur Woultiti, vous êtes à la tête de la première coopérative nationale qui a été lancée en 1987 avec 39 producteurs et qui compte aujourd'hui plus de 13 500 producteurs au Maroc, qui opèrent dans la filière agrumicole, la filière laitière, l'aliment de bétail et l'élevage. Quels sont, Monsieur Woultiti, les facteurs clés de succès ou les conditions qui ont permis à la COPAG d'asseoir son modèle et d'opérer une mutation réussie vers de l'agro-industrie aujourd'hui? Merci, madame. Donc, avant de parler de COPAG, je vais parler un peu d'abord des conditions agricoles en général. Pour produire, on a besoin de plusieurs éléments. D'abord, la terre, l'eau, le matériel agricole, les intrants
les semences sélectionnées, les plants certifiés, des animaux de niveau génétique élevé, des engrais, produits phytosanitaires, etc. Ensuite, on a besoin d'un savoir-faire. Le savoir-faire qui ne vient pas tout seul. Même des producteurs qui disposent de ces éléments, souvent, ils produisent avec une faible productivité, une qualité médiocre ou moyenne. Donc, il y a besoin de savoir-faire. Et ça, il faut un accompagnement pour élever le savoir-faire des producteurs. Après, la valorisation. Voilà, on a produit. Si on n'a pas en face une unité de valorisation, soit une usine de transformation, soit une station de conditionnement qui assure la collecte de la marchandise, la travailler et la commercer dans de bonnes conditions, on ne peut pas produire à l'aise. Ensuite, l'accès au marché. Donc l'accès au marché également, il passe obligatoirement par des entités ou des unités de valorisation. Dans ce schéma, un producteur isolé ne peut pas faire face à toutes ces difficultés qui se posent à lui tous les jours. Il a une force de négociation très faible. Il est à la merci des intermédiaires, à l'achat comme à la vente. Il achète plus cher, mauvaise qualité. Quand ils vont moins bien. Et de ce fait, il est appauvri continuellement. Et c'est le désespoir, et c'est la fuite des jeunes, etc., au lieu de rendre l'agriculture attractive pour les jeunes. Alors, pour renverser cette situation, le seul moyen, c'est de regrouper les producteurs. Alors là, il y a deux façons. Il y a les coopératives et il y a l'agrégation. Alors, j'ai parlé beaucoup plus de coopératives d'abord, après je reviens à l'agrégation. La coopérative, quand les gens sont dans le métier et qu'ils sentent qu'ils ont besoin de mutualiser leurs petits moyens pour avoir accès à leurs besoins essentiels pour réussir, il n'y a pas mieux que la coopérative pour se regrouper. Et de ce fait, il faut envisager un projet de valorisation, soit autour d'une station, soit une usine, soit un frigo de stockage pour vendre tranquillement. Donc déjà, il faut des affinités, une meilleure connaissance, parce que la coopérative ne peut pas être créée à partir du vide. C'est des gens qui sont déjà dans le métier et que chacun il a des difficultés et qu'il sent qu'il a besoin de se regrouper avec d'autres pour avoir cette force. Une fois que c'est fait, il peut avoir une force de négociation plus forte à l'achat, parce qu'on achète en grande quantité avec des conditions de paiement et de qualité, etc. Et de ce fait, il a accès à l'approvisionnement, tous les intrants dont il a besoin, il a accès dans de bonnes conditions. Il est sûr de commercialiser dans de bonnes conditions. Et il a aussi en face l'outil de valorisation. Comme ça, il reste maître de son produit le plus loin vers le consommateur et finalement profiter de la valeur ajoutée créée au bout du fil qui retourne à la base, et c'est ça qui fait la motivation du producteur et qu'il commence à s'intéresser et à produire, à devenir demandeur de plus de développement. Après, quand on est organisé, on commence à gagner petit à petit en crédibilité. D'abord entre les adhérents eux-mêmes, confiance entre eux. Après, la crédibilité auprès de leur environnement, auprès des banques, des fournisseurs, des clients. Et progressivement, l'ambition grandit avec le temps. Et là, il faut accompagner cette progression par la bonne gouvernance, par la croissance verticale et horizontale, et également en utilisant les bonnes pratiques à tous les maillons de la chaîne, comme n'importe quelle entreprise à travers le monde. Maintenant, l'agrégation. L'agrégation, c'est dans le cas où les gens n'arrivent pas à s'organiser sous forme de coopérative. De même, il y a des possibilités qu'il y ait des intervenants, des industriels qui ont la capacité et qui ont le savoir-faire
qui peuvent installer un projet et passer des contrats en bonne et due forme avec les producteurs, leur assurer tous les services que devrait servir la coopérative, ils peuvent se substituer à la coopérative pour essayer de développer et d'améliorer la production progressivement pour donner de l'espoir aux producteurs. Merci. Maintenant, si j'ai encore le temps, notre expérience de COPAG, avec ce système, on a réussi à intégrer 4 filières. Donc la filière lait, nous avons un service technique qui assure l'encadrement, l'approvisionnement, l'accompagnement des éleveurs. Nous avons un service de collecte, 2 usines de transformation, un service commercial et des agences commerciales qui assurent la diffusion sur le marché national. La partie agrumes et primeurs, nous avons également un service technique pour chacune de ces filières. Nous avons 3 stations de conditionnement d'agrumes, une station de primeurs et un service commercial qui assure l'export vers une douzaine de pays. Pour la filière viande, on vient de mettre en place un abattoir très moderne qui va également valoriser les animaux qui sont destinés à l'abattage. Et tout ça donne un grand espoir, une confiance à nos adhérents et qui sont devenus très demandeurs et très ambitieux dans leur pensée. Merci Sioul Titi. Vous avez parlé de l'accès à l'infrastructure comme un des challenges et c'est dans ce sens que nous sollicitons Madame Yacine Fall qui nous fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui. Madame Fall, vous êtes représentante résidente de l'ABAD au Maroc. L'ABAD, ce partenaire financier engagé dans le développement inclusif et durable du continent, notamment dans l'agriculture qui occupe aujourd'hui une place de choix dans les priorités identifiées par l'ABAD. Vous avez organisé récemment un méga sommet à Dakar, axé sur la thématique « Nourrir l'Afrique, éclairer l'Afrique ». Dans ce contexte, quels sont aujourd'hui, Madame Fall, les axes stratégiques qui ont été identifiés à l'issue de ce sommet pour soutenir cette dynamique, et notamment au niveau de l'accès à l'énergie et l'amélioration de l'infrastructure? Je vous remercie d'abord d'inviter une fois de plus l'ABAD. Je voudrais peut-être, si vous permettez, commencer par une petite anecdote. Il y a quelques mois, à Marrakech, j'ai assisté à une conférence à laquelle participait l'ex-président Obasanjo. Et quand on lui a demandé de se présenter, il s'est présenté comme un agriculteur. Et en fait, il a expliqué que son petit-fils, qui était dans la finance, peut-être dans une grande capitale, New York, et qu'il a réussi à convaincre son petit-fils que mieux que d'être président d'un État, mieux que d'être opérateur, trader dans une grande ville, le fait d'être un agriculteur, farmer, était cool. Et cool, pourquoi? Parce que ça lui rapporte, ça le fait vivre. Aujourd'hui, c'est avec ça qu'il nourrit sa famille. Et c'est ce que la Banque africaine de développement cherche à faire, parce que son objectif, ce n'est pas d'apporter l'énergie, c'est d'apporter une vie meilleure aux Africains et de répondre à leurs aspirations et à leurs rêves. Et aux rêves des jeunes, pour ne pas que ces jeunes aillent se jeter dans la mer au péril de leur vie. Et dans ce cadre-là, bien sûr, il faut se nourrir, il faut s'industrialiser, il faut que notre continent s'arrime aux chaînes de valeur mondiale. Et bien entendu, comme vous le savez, l'agriculture est le deuxième secteur qui emploie en Afrique. 68% des femmes africaines travaillent dans l'agriculture, elles n'en tirent pas les revenus, ça ne leur permet pas de vivre. L'objectif des diverses initiatives, entre autres, que la Banque promeut, c'est de permettre que l'Afrique dans son ensemble, individuellement et collectivement, vive de sa production, de ses industries, et puisse devenir un exportateur au même titre que les autres régions du monde. Pour cela, bien sûr, il y a des services de base qu'il faut fournir, notamment l'énergie, entre autres, qui assure la sécurité, qui permet aussi non seulement l'industrialisation, mais également l'agriculture. Et la Banque met au service des 54 pays du continent son expertise, sa compétence, des compétences externes et mobilise des acteurs
extérieure, à travers le capital investissement, à travers les banques commerciales. Il y a des domaines où nous n'avons pas besoin, la Banque africaine de développement n'a pas besoin d'intervenir. Vous avez des banques commerciales, vous avez des investisseurs privés. Aujourd'hui, les États, on sait que les États, les institutionnels ne peuvent pas répondre aux besoins des économies, et nous voulons maintenant que le continent soit une économie, apporte des emplois et réponde à ses responsabilités vis-à-vis des hommes et des femmes qui l'habitent et qui vont l'habiter dans le futur. Merci Madame. Nous avons abordé le challenge du financement, mais brièvement avec Madame Fall. Un autre challenge a été cité par messieurs les ministres ce matin, et qui est le challenge de l'accès aux intrants. Aujourd'hui, l'accès aux intrants est un des handicaps majeurs. Cet accès qui pénalise le rendement, la rentabilité, voire la régularité de la productivité. Nous avons avec nous M. Marouane Mziane. Vous êtes le directeur exécutif en charge de la stratégie et du développement corporate du groupe OCP. Pour les engrais en particulier, dont OCP est leader mondial, la moyenne utilisée est de 10 hectares, de 10 kilos par hectare. Monsieur le ministre a rappelé ce matin qu'au Maroc, elle était de 95 à l'hectare, alors que plusieurs pays subsahariens aujourd'hui sont très loin du compte, alors que la moyenne mondiale est de 100 kilos à l'hectare. Comment expliquez-vous ce constat, monsieur Mziane? Merci Fatiha. Il y a en effet deux défis majeurs en Afrique. Il y a celui de l'intensif, donc qui s'exprime par des taux d'application moyens de 10 kg par hectare. Par rapport, quoi qu'il y ait des disparités en Afrique, évidemment, puisque vous avez malheureusement dans la région d'Afrique centrale, la moyenne est à 1 kg par hectare, ce qui est très très insuffisant. Mais vous avez en Afrique de l'Est des pays qui sont exemplaires, comme le Kenya, où on frôle les 50 kg par hectare. Avec tout l'impact que ça a sur la productivité agricole. Puis le deuxième défi, c'est effectivement l'extensif, parce que vous avez rappelé que entre 60 et 80% des terres arables aujourd'hui en Afrique ne sont pas mises en production. Alors, juste pour donner une idée, l'Afrique, on s'est amusé à faire un petit exercice pour voir qu'est-ce qu'on pouvait y mettre dedans en termes de taille. Vous avez certainement vu la carte où on y met la Chine, l'Europe, tout entière, les États-Unis, l'Inde et une partie du Royaume-Uni qu'on colle à Madagascar pour respecter le côté insulaire. Et on a même fait un petit exercice pour comparer, suite à un défi que nous a lancé Garry Kasparov, qui disait « mais c'est impossible que ce soit de la taille de la Russie ». Alors en fait, il se trouve que l'Afrique en taille fait 2 fois la Russie. Pour donner un peu une idée. Donc, c'est dire un peu le potentiel. Alors, pour en revenir à la question du taux d'application d'engrais, il y a une ribambelle de facteurs. J'en citerai 3 en particulier, et je me mets volontairement à la place d'un fermier, ou plutôt d'une fermière africaine, puisque la majorité sont des femmes. Le premier défi, c'est un défi de disponibilité. Aujourd'hui, en Afrique, l'Afrique, malheureusement, par notre industrie, l'industrie des engrais, est encore trop considéré comme un marché d'arbitrage, c'est-à-dire qu'il y a une volatilité d'approvisionnement. Vous êtes importateur africain, vous n'êtes jamais immunisé contre un appel de dernière minute, alors que vous avez un contrat avec un fournisseur européen, américain, un bateau qui arrive, mais vous n'êtes pas immunisé contre un appel de dernière minute qui vous dit « écoutez, désolé, le Brésil se réveille, il y a plus de netback là-bas, donc je renvoie le bateau ailleurs ». Donc il y a un problème de volatilité d'approvisionnement. Quand l'engrais venait à être disponible, il y a 2 autres problèmes. Un, il est loin des bassins de consommation. Une fermière dans la région cacaoyère de Bouaké en Côte d'Ivoire doit parcourir 50 km pour s'approvisionner en engrais. Et en plus, souvent, les stocks disponibles ne correspondent pas aux saisons. Donc il y a toute une inefficience de la chaîne logistique. Le deuxième facteur explicatif, c'est la cherté des engrais. Et alors, contrairement à ce qu'on pense, l'engrais produit et livré au port est abordable aux fermiers, y compris quand il est à des prix de marché élevés. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une telle inefficience dans la chaîne de transport, de logistique entre le port et le bassin de consommation, qui fait qu'au final, quand ça arrive à ce qu'on appelle le farm gate, c'est-à-dire le point d'application,
Il y a une étude qui montre par exemple que le renchérissement, l'engrais se renchérit entre 53% et 107% entre le port et le moment où il est livré au fermier. Mozambique, typiquement, c'est un doublement du prix parce que beaucoup d'intermédiaires, parce que des conditions financières pas forcément très attractives, etc. Et puis, le troisième point, et ce panel le représente un peu, c'est que le fermier ou la fermière ne trouve pas un écosystème disponible. Parce qu'au final, un fermier, qu'est-ce qui l'intéresse? C'est d'aller dans un rayon de 5 km, trouver un sac d'engrais, idéalement trouver son sac de semences dans le même one-stop shop, trouver du financement, de trouver de l'assurance récolte, des services, etc., si possible dans le même endroit. Or, il n'y a pas cet écosystème agrégé, proche et disponible, etc. Alors, on peut continuer à lister les points d'inefficience, mais à l'OCP, on est de nature plutôt optimiste et volontariste, donc on va changer un petit peu de registre, si vous permettez, parce qu'en revenant aux deux points, l'intensif et l'extensif, 10 kg par hectare à 100 kg par hectare en moyenne mondiale. On peut y voir un défi, nous on y voit une énorme opportunité. 60% ou 80% des terres arables non utilisées, c'est un énorme potentiel carrément de révolution verte en Afrique. Donc, souvent, finalement, les facteurs qu'on présente comme étant des facteurs handicapants, etc., sont en fait à percevoir, c'est plus facile de le faire du Maroc qu'ailleurs, comme des facteurs de grande opportunité. Je cite la jeunesse. En général, il y a trop de jeunes, etc. Mais trop de jeunes, vous voulez une révolution agricole. En général, révolution et jeunesse marchent bien. Donc c'est un bon moteur de croissance. On a des PIB qui n'ont rien à envier à la planète. Siktani, tout à l'heure, décrivait un petit peu le reste du monde. Effectivement, en fait, tout le reste du monde court après 0,1% de croissance. L'Afrique, si elle a 5%, n'est pas contente. Et quand on a 10, 11%, comme l'Éthiopie, c'est des champions. Et donc, il y a une réalité économique qui fait que ce n'est pas juste un rêve. Je laisse juste je vous laisse avec une dernière pensée. Il y a 40 ans, l'Asie et l'Afrique étaient exactement au même point de consommation d'engrais par habitant, 5 kg. Entre-temps, l'Asie a multiplié par 5 cette quantité sur fond de révolution verte en Inde, en Chine, etc. Et on reprochait à l'Asie à l'époque exactement le même type de choses qu'on reproche aujourd'hui à l'Afrique, c'est-à-dire de la gouvernance, les deux Corées qui venaient de se splitter, le Vietnam, etc., des currencies qui n'étaient pas bonnes, des PIB qui étaient... Mais alors, par contre, il y avait des PIB intéressants. Donc, il y avait une réalité économique qui était là. Donc, nous, à l'OCP, on croit sincèrement qu'est en train de s'opérer en Afrique une révolution verte très importante. Et comme toute révolution verte, il y a deux ingrédients majeurs. Un, il faut que les politiques publiques puissent suivre et être un peu innovantes. Et deux, typiquement, il faut un engagement fort et sincère du secteur privé. Pour paraphraser, je crois, Monsieur le Ministre, il faut que le secteur privé, et nous le faisons à l'OCP, considère l'Afrique comme un marché, c'est-à-dire avec des consommateurs, avec des producteurs et avec des PNL qui se font. Il ne faut pas raisonner à PNL constant.